Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV. Dans l'actualité de ce samedi 19 octobre, le marché Tilène menace-t-il de s'effondrer? Le maire de la Médina, Bamba Fall, a sonné l'alerte il y a quelques jours. Les commerçants lui demandent de réfectionner les lieux, mais pour le moment, ce qui semble inquiéter le plus ces occupants du marché, c'est l'insécurité grandissante dans les lieux. De la musique dans ce journal, nous allons découvrir comment composer des notes de hip-hop ou de R&B. Il s'agit du travail du beatmaker, un ordinateur, un clavier et une inspiration débordante et le tour est joué. C'est notre reportage du soir. Éliminatoire du CHAN 2020, l'équipe nationale du Sénégal joue son match retour ce dimanche contre la Guinée-Conakry. À l'issue de cette journée, on connaîtra les 15 équipes qualifiées pour le Cameroun. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Il y a quelques jours, lorsqu'un balcon s'est effondré à la Médina, le maire de la commune avait alerté sur l'état de vétusté du marché Tilène. Bamba Fall avait dit que le marché pouvait s'effondrer à tout moment. Sur place, les occupants ne semblent pas inquiétés par cette menace, mais demandent quand même au maire de réfectionner le marché. Ils évoquent plutôt une insécurité grandissante. Tidiane Sissé et Sélédia, le reportage. Le marché de Tilène au centre de la Médina. Depuis presque un an, la mairie de la commune de Bamba Fall alerte sur son état de délabrement. Sa situation est très inquiétante, surtout pour la sécurité des personnes. C'est vraiment une bombe à retardement. Aller au marché Tilène voir. Tout ce que la mairie devait faire a été déjà fait. J'ai même cherché un partenaire pour rénover le marché. Mais avec une pression et une dynamique politique, ils m'ont contrecarré à ne pas démolir le marché. Et je crains un jour qu'il y ait un marché hebdomadaire et que tout le monde se retrouve en bas. Moi, je suis une ménagère, mais ce que je vois sur le toit ne me rassure pas. Ça peut s'effondrer à tout moment sur les gens. Démolir le marché pour le bien de tous, la question divise les commerçants du marché de Tilène. Ici, la préoccupation des commerçants, c'est plutôt l'insécurité. Tu vois là-bas en haut, ce sont les malfrats qui l'ont troué. Ils ont gâté toutes les ardoises. Allez voir en haut. C'est là où ils passent la nuit, ils font n'importe quoi là-bas. Donc le problème ici, ce sont les ardoises là. Le marché n'a aucun problème à part les petits trous par-ci et par-là. Mais je pense qu'il mérite une rénovation. Même s'ils sentent que leur sécurité n'est pas menacée par la vétusté du marché, les commerçants pensent qu'il est temps de rénover le marché de Tilène, histoire de lui donner de la valeur. Vous savez, les commerçants ne regardent que leur intérêt. C'est pourquoi ils refusent quand on évoque la question d'une rénovation, car ils ne veulent pas rester des mois sans travailler. Mais l'État ne doit pas regarder cela. Il doit prendre ses responsabilités et fermer le marché pour le rénover et lui donner de la valeur. Car nous, les femmes, on ne peut pas ne pas aller au marché. Donc, ils doivent rénover le marché. La mairie de la Médina pense qu'il est temps de démolir le marché de Tilène, car il offre tous les signaux qui annoncent un écroulement imminent, comme ce fut le cas d'un balcon d'un immeuble qui a tué une personne la semaine dernière dans la même commune. Et il y a 6 mois, démarré les opérations de déguerpissement. Retour dans quelques quartiers de Dakar qui ont été désencombrés. Dans certains lieux, le suivi est assuré, mais dans d'autres, vous allez vous-même le constater, le désordre a repris du service. Oumar Khan et Séléman Diallo. Ils sont des commerçants, des mécaniciens et chauffeurs de cars rapides, ici à la rue Jean Jaurès, sur l'avenue Lat Dior. Ils font partie des premières victimes des opérations de déguerpissement et ils n'ont pas cherché 1000 chemins pour revenir occuper les lieux à nouveau. Cela doit faire 1 an qu'on nous avait déguerpis. Après, ils ne nous ont pas amenés dans un autre endroit. C'est pourquoi nous sommes tous revenus ici nous réinstaller. Ce sont les agents de la mairie qui étaient venus avec des policiers nous déguerpir. Et nous sommes partis. C'est eux-mêmes qui le disent. Ils sont revenus parce qu'il n'y a pas eu de suivi après l'opération qui les a contraints à quitter les lieux. Mais nous devons comme mairie
Nous savions qu'en général, quand il y a déguerpissement, il n'y a pas de suivi. Ici, il y avait beaucoup de magasins et de tables. Mais après, La mairie les avait tous déguerpis, mais à la fin, nous sommes tous revenus ici. Avant de déguerpir, l'État doit satisfaire les besoins des concernés et leur trouver un autre endroit. Mais s'ils ne font que déguerpir et partir, c'est évident que les gens vont toujours revenir. Suivi, il y en a peut-être eu ici, aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor. En tout cas, pas l'ombre d'un mécanicien, d'un chauffeur ou d'un laveur qui traîne dans les parages. Un grillage a même été dressé pour parer à toute éventualité. Un déguerpissement qui est resté en travers de la gorge de certains riverains. Ceux qui étaient là aujourd'hui, certains sont sous le pont, d'autres dans les parages. Nous ne voyons plus de clients. Faites le tour des boutiques et magasins qui sont aux alentours et vous vous en rendrez compte. C'est grâce à eux que le commerce marchait bien ici. Il y avait des vendeurs de thé, des vendeurs d'eau et les mamans qui habitent dans le quartier et qui vendaient des arachides et tous les propriétaires des restaurants qui étaient là. Personne ne sait où ils sont maintenant et ce qu'ils font. L'État doit bien faire des enquêtes avant de déguerpir les populations. Avenue Blaise Diagne, de prime abord, les Haoussa qui s'étaient installés aux alentours du stade Iba Mar Diop ne sont plus là. Mais les plus récalcitrants rôdent dans le périmètre comme ici, et là. Un peu plus de 6 mois après le démarrage des opérations de déguerpissement, le suivi ne semble pas de rigueur, au grand bonheur des déguerpis qui reviennent timidement sur les lieux. Omar Khan, et si nous parlions de nos rapports avec nos téléphones portables, nos alliés, nos compagnons de tous les jours, pour dire que le téléphone portable a fini par intégrer notre quotidien comme aucun autre appareil électronique, avec bien sûr son lot d'avantages et d'inconvénients. Les confidences de quelques Sénégalais dans ce micro-trottoir réalisé par Abdourahmane. La fréquence d'utilisation de mon téléphone, c'est, je dirais, 75%. Moi, j'utilise le téléphone tout le temps. Parce que, bon, comme j'ai des clients qui m'appellent tout le temps, tu vois, mais pendant les week-ends, bien même des fois, si je dépose, je me connecte sur WhatsApp. Quand je l'utilise, c'est par rapport à des recherches pour l'école. J'utilise plus mon téléphone pour communiquer avec mes parents qui se trouvent en Europe. Auparavant, les parents parlaient constamment avec les enfants, leur donnaient des conseils, mais ce sont des choses qui ont tendance à disparaître avec le téléphone qui nous impose ses lois. Je n'aurai même pas le temps pour parler avec eux, parce que je suis vraiment trop accro envers le téléphone, quoi. L'oubli de soi, parce que tu peux être là en train de manipuler ton téléphone, le temps en train de passer, tu ne te rends pas compte. Pourtant, ce temps que tu es en train de manipuler ton téléphone, tu pouvais l'utiliser à faire autre chose. Moi, je constate qu'il est très difficile de nos jours avec le téléphone d'avoir une vie de famille. Les jeunes n'étudient plus à cause du téléphone. Parfois, tu peux être à côté d'eux, les appeler, mais ils ne répondront pas parce qu'ils sont en plein dedans. J'ai raté un accident par réflexe comme ça parce que lorsque je marchais, j'ai eu à vouloir répondre à un appel au téléphone et je n'ai pas prêté attention à la voiture qui venait de mon côté. Un jour, mes amis étaient venus me rendre visite, quoi, parce que j'ai resté pendant des semaines et des semaines sans pour autant les voir. Et moi aussi, je passais tout mon temps à me connecter parce que là, j'étais en train de parler avec certains collègues. J'étais accro trop au téléphone, quoi. Mais vu qu'ils ont vu vraiment, moi, je n'ai pas le temps de me converser avec eux, ils se sont découragés, ils m'ont dit, bon, après, on va te rappeler, ils sont partis. Un jour, j'étais en train de parler à mon épouse et subitement mon téléphone sonne. C'est un message. Ma femme a voulu savoir qui me l'a envoyé. Elle s'est rendue compte que c'était une voisine qui me disait « Chérie, vous comprenez un peu, cette nuit-là, des problèmes s'en sont suivis. On a même failli se séparer, mais heureusement, par la suite, tout est rentré dans l'ordre. »
Je fais très attention avec le téléphone parce que j'ai eu écho des nombreux dangers que cela peut entraîner. Le téléphone, c'est un outil indispensable pour l'homme, mais il doit aussi avoir un moment où on doit s'en séparer. Quel que soit alpha, nit muno am li gën doomu aadama. Et cette interrogation, combien de jeunes femmes savent encore nouer le pagne? Le mode ou ce mode d'habillement traditionnel se perd au fil des ans. Autre temps, autre mœurs, comme dit l'adage, et la nouvelle génération a bien son style qui lui est propre. Un sujet réalisé par Alun Gueye et Moussa Fall. Le pagne, une vieille tradition en Afrique. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles préfèrent les pantalons, robes et autres tenues modernes. Qu'est-ce qu'il explique? Oui, je préfère les pantalons, les robes et les jupes. On est dans un monde trop évolué. C'est la raison pour laquelle, pour les tenues traditionnelles, on est un peu déraciné sur ça. C'est une question d'habitude. Parce qu'étant petite, on ne portait les pagnes qu'à la maison. Et je crois que c'est devenu un élément encombrant à la longue. C'est pourquoi on préfère porter des habits qui sont plus adéquats à la situation, par exemple à la chaleur. Pour cette vieille dame, le pagne a des bienfaits. Une femme doit nouer le pagne. Les nouvelles tenues exposent leur corps et ce n'est pas bon. Donc elles doivent porter des pagnes et éviter les pantalons et autres habits extravagants. Cette jeune fille pense que nous devons préserver nos traditions. On est en Afrique, on n'est pas en Europe, on est en Afrique. Pourquoi pas se référer à notre culture et plutôt à d'autres? Comme moi je porte des pagnes et je porte des pantalons, mais pas fréquemment. Bernard Dadier disait dans le pagne noir, la femme est un bijou qu'il ne faut jamais laisser ternir. Aujourd'hui, les jeunes filles jettent leur dévolu sur la nouvelle mode. La page internationale de ce soir, c'est avec Mme Abdougué Kassé. Au Mali, l'armée annonce qu'elle a neutralisé une cinquantaine d'assaillants dans la contre-offensive lancée après le revers meurtrier infligé par les djihadistes au début du mois dans le centre du pays en guerre. L'armée est toujours à la recherche de 27 de ses soldats portés disparus depuis la double attaque djihadiste du 30 septembre et du 1er octobre à Boulkessi et Mondoro. Cette attaque est la plus meurtrière subie par les soldats locaux depuis des années. Des civils ont été tués à Mondoro, 38 soldats sont morts et 17 ont été blessés à Boulkessi. Au Burkina Faso, 5 éléments des forces de défense et de sécurité ont été tués dans l'attaque contre les détachements militaires de Ban et Yensi, c'est dans le nord. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 18 au 19 octobre vers 3 heures du matin. Selon une source sécuritaire, les unités de l'armée ont mis en déroute les assaillants après une vigoureuse riposte. Depuis, les zones sont sous contrôle des forces armées nationales et les opérations de ratissage se poursuivent. Toutefois, l'on déplore 4 militaires et un policier tombés sur le champ d'honneur, toujours selon une source sécuritaire. 3 blessés ont immédiatement été pris en charge et évacués. Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar est arrivé ce samedi à Djouba. Il était censé rentrer au pays le 12 novembre prochain pour former un gouvernement d'union nationale avec le président Salva Kiir. Les deux hommes vont s'entretenir à huis clos au palais présidentiel aujourd'hui. L'annonce est faite par le porte-parole du parti de Riek Machar. En Syrie, le commandant des forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes a accusé la Turquie de saboter un cessez-le-feu dans le nord du pays, en empêchant le retrait des combattants de la ville de Ras al-Amin. Mazloum Abdi, dans un entretien téléphonique, a expliqué que l'accord du 16 octobre dernier négocié par Washington contient un point essentiel stipulant l'ouverture d'un couloir sous le parrainage des États-Unis,
mais que les Turcs empêchent le retrait du secteur de Ras Al Ain. Ils empêchent la sortie des blessés, mais également des civils. Merci Mamadou Gakassé pour ces actualités internationales. Nous passons à présent à la page des sports. L'AS Douane duque la première finale de la saison ce dimanche demain. À noter que Douane est triple tenant du titre en championnat. Un match aussi à double enjeu, être patron de la saison et se qualifier au Basket Africa League. La Fédération sénégalaise de basketball envisage de prendre des mesures fortes pour que cette finale prévue demain ne soit pas perturbée. Elle a d'ailleurs rencontré cet après-midi les deux parties, les deux équipes pour une mise au point. Nous allons suivre les explications de Maître Babacar Ndiaye, c'est lui le président de la Fédération sénégalaise de basketball. Il répond à Seiko Seidi. C'est un match très important, mais malgré l'importance du match, ça reste du jeu. Donc c'est pourquoi j'invite tous les supporters des deux clubs, les dirigeants, les joueurs, à jouer la finale dans le fair play. Nous avons convoqué une réunion pour essayer de sensibiliser les clubs, sensibiliser les supporters, sensibiliser les dirigeants, et également déterminer les conditions et modalités de la finale. Maintenant, la fédération ne sera pas les bras croisés cette fois-ci. Je pense qu'Inch'Allah, les dispositions seront prises et nous n'accepterons pas, pour quelque motif que ce soit, voilà, des faits et gestes qui viendront pour gâter la fête. Sacrée championne du tournoi de l'UFOA 2019 dimanche dernier, l'équipe nationale locale aborde dans de bonnes conditions la manche retour des éliminatoires du CHAN face à la Guinée. Et ce sera demain dimanche à Conakry, une compétition à laquelle les Lionceaux n'ont pas participé depuis l'édition de 2011. Le récit de Cheikh Hassan Fall. C'est dans un confort psychologique que le Sénégal aborde la manche retour des éliminatoires du CHAN 2020 ce dimanche à 16h en Guinée. Vainqueur de la seconde édition du tournoi de l'IFOA dimanche dernier face au Ghana, l'équipe nationale locale se déplace à Conakry avec une petite mais importante avance d'un but. L'objectif des hommes de Serigne Saliou Dia sera de tuer le chat noir. Si l'on sait que depuis l'édition 2011, le Sénégal n'a pas participé au CHAN et comme par hasard, c'est toujours presque le même adversaire, la Guinée, qui nous barre la route. La dernière victoire lors du match aller 1-0 et le parcours remarquable des lions locaux au tournoi de l'IFOA, sanctionné par une victoire finale, permettent cependant de nourrir des espoirs. Avec un groupe technique et prêt physiquement, les locaux sénégalais ont prouvé qu'il y avait encore de la place pour décrocher le ticket final face à la Guinée et éviter de rater une 4e édition de suite. Un adversaire qui d'ailleurs a eu du mal à exister durant le tournoi de l'UFOA. A noter que pour ce match retour, l'entraîneur a convoqué le même groupe qui a disputé le tournoi de l'UFOA. Un match à prendre au sérieux selon le coach Serigne Saliou Dia. Il souhaite décrocher le ticket final face à la Guinée-Conakry. Serigne Saliou Dia joint par Seiko Seidi. On est en match d'une qualification de CHAN, donc je pense que l'état d'esprit doit être là, la motivation doit être là, voilà, l'envie donc de continuer doit être là. Et je pense par rapport à ça, les gars sont conscients de ce qui les attend. Voilà, on a pu dans cette semaine bien les régénérer, que ce soit sur le plan psychologique et sur le plan physiologique. Maintenant, on touche, il n'y a pas de blessés, donc maintenant on espère aller faire un très bon résultat à Conakry. C'est vrai qu'une victoire, c'est une victoire. C'est vrai que gagner 2-0, 3-0, c'est l'idéal, mais encore une fois, il y a tout le temps des conditions pour jouer à domicile. L'adversaire ferme tout, l'adversaire essaie de te déjouer. Je pense qu'on a vu une bonne équipe du Guinée qui était très organisée défensivement. Voilà, maintenant je pense à domicile, il va falloir qu'ils sortent un peu, qu'ils essaient de marquer. Peut-être nous, par rapport à la stratégie qu'on mettra en place, on pourra profiter des espaces pour un peu capitaliser ce but qu'on a gagné. Mais encore. Le reportage du soir à présent, si vous êtes fan de hip-hop ou de R&B, vous connaissez sans doute ce qu'on appelle le beatmaking. Celui qui joue à cet instrument est appelé le beatmaker. Il produit des sons à partir d'un ordinateur performant, d'un clavier et pas n'importe lequel, et d'une bonne inspiration. Ce métier de beatmaker attire de plus en plus de jeunes. C'est le cas de Tahirou Diouf et cela fait 3 ans. Notre reporter Mamadou Bipa Sissoko l'a rencontré. Vous entendez là le beat, un élément central de la musique rap. Tahirou Diouf, jeune étudiant de 21 ans, a jeté son dévolu sur la création musicale. Une passion devenue un métier. Moi, d'abord, j'écoute beaucoup de la musique et j'écoute surtout
tout ce qui se fait sur la scène internationale comme les États-Unis et ici par exemple au Sénégal. Et il y a des beatmakers ici comme Omzo Beat, comme Passa, à l'étranger, il y a Metro Boomin que j'écoute beaucoup. Et c'est par là que je me suis dit pourquoi pas faire ce qu'eux ils ont fait, quoi. Aux États-Unis, je peux dire que c'est Kendrick Lamar, il y a J. Cole, il y en a beaucoup, mais ces deux-là m'ont inspiré quand même. En France, il y a Nekfeu, il y a Booba, il y a Caris, tous ces artistes-là, quoi. Dans le monde de la musique, particulièrement du rap, cet acteur pourtant essentiel est souvent très peu mis en avant. Franchement, pour dire la vérité, le beatmaking est un art qui est un peu, je peux dire, dans l'ombre de la musique. Parce que pratiquement quand on dit beatmaking, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais quand on dit son ou tube, on dit directement l'artiste. Et avant l'artiste, il y a le beatmaking, et il y a le beatmaker avant. Pour avoir plus de visibilité, je vais faire une petite dédicace à mon CEO qui est Discrimination. Lui, par exemple, il organise par exemple, des séances d'écoute à Urban Kill ou bien il fait des événements pour mettre en valeur le travail des beatmakers ici au Sénégal. Même s'il a quelques collaborations avec des rappeurs, il nourrit d'autres projets pour les années à venir. Récemment, j'ai eu l'honneur de collaborer avec Fla the Ripper. D'ailleurs, son projet sort le 25 octobre. J'ai eu à produire avec Wonder Beats, qui est le beatmaker de Fla the Ripper. On a collaboré sur un son. C'est le premier d'ailleurs. Et franchement, c'est le seul projet que j'ai pour le moment. Mais il y a d'autres projets quand même dans lesquels je suis en train de travailler. Franchement, mon ambition, c'est d'abord d'avoir ma licence. Et après, pourquoi pas faire beaucoup plus de beats et avoir mon studio, je sais pas. Grâce à la démocratisation de l'informatique, un ordinateur et un logiciel du nom de FL Studio suffisent à créer des beats. Un métier qui passionne de plus en plus des jeunes, mais qui souffre d'un manque de visibilité au Sénégal. Et c'est sur ces notes, ou je vais plutôt dire sur ces beats, que je vous dis au revoir. C'est la fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à la régie, à suivre hier et à 20h30 d'ici et d'ailleurs. Une émission consacrée aux Sénégalais de la diaspora est présentée par Rokhaya Diallo. À 22h30, d'autres infos avec Babandjaï, Djouké Pribari. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 sur ITV. Bonsoir.